Bonsoir, aujourd'hui j'ai choisi le paradis pour vous parler de l'enfer. Nous sommes au phare du Petit Minou, un paradis donc dans le jargon des gardiens de phare. Nous sommes à terre, à proximité des habitations. Viennent ensuite les purgatoires, en mer mais sur une île, puis les enfers construits en pleine mer, plantés sur des rochers, difficiles d'accès. Pour ce dernier épisode de nos histoires de phare, nous allons mettre le cap à l'ouest, direction l'enfer des enfers, le mythique phare d'Armen au large de l'île de Sein. Sa dernière relève eut lieu en avril 1990. Il est 17h15 dans ce mardi de grisaille quand l'hélicoptère de la sécurité civile arrive sur le phare d'Armen. Tout cela pour une intervention exceptionnelle. Les deux derniers gardiens quittent le phare par la voie des airs. C'est la dernière relève de ce phare mythique, la tour la plus à l'ouest du continent européen, le dernier refuge des hommes. Ce jour-là, Armen entre dans l'ère moderne, celle de l'automatisation. Il ne va pas mourir, il perd seulement sa sève humaine. Daniel Tréanton et Michel Lerue sont les deux derniers gardiens à avoir occupé Armen. La fin d'une épopée qui avait débuté en 1881 après un chantier titanesque. Pour eux, comme pour tous ceux qui les ont précédés, un rituel immuable, celui du quart-à-U, le seul moyen d'effectuer la relève et le ravitaillement. Une manœuvre périlleuse, impossible à réaliser par gros temps. Armen, la pierre en breton, est bâtie sur un rocher que la mer découvre 5 fois l'an, lors des grandes marées. Pensez, il a fallu 30 ans pour construire ce phare. 30 ans, car pour poser les fondations, les ouvriers ne pouvaient travailler que 10 heures par an. Oui, vous avez bien entendu, 10 heures par an. 30 ans depuis les premières ébauches, 14 ans de travaux effectifs. Pendant plus d'un siècle, à l'extrémité de la chaussée de Sein, les hommes y ont entretenu la flamme, au sens littéral du temps du gaz d'huile et de la vapeur de pétrole, avant que l'électrification et l'automatisation ne les relèguent à terre. Désormais, sans eux, le feu blanc à 3 éclats toutes les 20 secondes continue de briller. Ces derniers mois, le phare d'Armen a pris de nouvelles couleurs sous la plume de deux auteurs de bande dessinée bretons. C'est d'abord le costarmoricain Emmanuel Lepage qui s'est emparé du mythe. Armen est en vue. Les hommes se préparent à descendre. 1 mètre encore et venez à droite 2 mètres. L'histoire de cet album débute en juin 2015. 50 cm encore un petit peu. Ouais, c'est bon, il est posé. Ouais, il est posé, le cran il est bon. Pour les besoins du magazine Thalassa, Emmanuel Lepage se rend au phare d'Armen en compagnie des deux derniers gardiens à l'avoir occupé en 1990. Quelques mois plus tard, il reçoit un coup de fil. En fait, à la diffusion du film, mon éditeur chez Futuropolis, juste après la diffusion, m'a appelé en me disant « Bon, et le livre, alors on le fait quand ?» Et ce que j'ai pris d'abord pour une boutade, et puis après, on dit « Ouais, mais ça pourrait être intéressant quand même, tu as fait quelques images. » Puis l'idée a fait son chemin, et puis à un moment donné, je dis « Ok, on va y aller. » Il est vrai que ce phare, le plus à l'ouest de la pointe bretonne, est un personnage à part entière. Lepage situe son histoire dans les années 60, mais au-delà de la vie quotidienne des gardiens, il évoque aussi bien la construction de l'édifice, dans la deuxième moitié du 19e siècle, que la légende de la Cité 10, ou encore la vie des Sénans. Un récit nourri de nombreuses recherches et témoignages, mais aussi des quelques heures passées sur ce caillou, perdu en mer d'Iroise. Le phare est comme une sorte d'organisme vivant, hein. On entend le vent siffler entre les pierres, il y a cette humidité qui est très très prégnante dans l'intérieur du phare, il y a cette odeur de pétrole, puis ce bruit sans cesse. Et ça, je pense que ça va nourrir quand même l'histoire. Cette histoire est une fiction, mais j'ai envie qu'un gardien qui la lit se dise « Ah oui, ça aurait pu se passer comme ça ». Pour moi, ça, c'était important, puis ça me permet de croire aussi à mon récit. Une réalité que le dessinateur a même touché du doigt au pied du phare, quand une vague a bien failli l'emporter par-dessus la rambarde. L'enfer des enfers mérite bien son surnom. Nicobi, avec Weber au scénario, a aussi choisi le phare d'Armen pour en faire le cadre d'une intrigue à la Agatha Christie. Il est vrai que pour un huis clos, le cadre est idéal. Un terrien Nicobi, mais quand on lui a proposé une résidence d'artiste dans le sémaphore de l'île d'Ouessant, il a mis cap vers l'océan.
Un travail qui l'a nourri pour ses premiers opus sur les îles, signé avec son compère scénariste Weber. Pour Sang de Saint, un polar au cœur du phare d'Armen, impossible d'accéder à cette citadelle en pleine mer, mais le dessinateur a mené l'enquête. D'être sur place sur l'île et de discuter comme ça avec des Iliens, ça m'a permis quand même de rentrer en contact avec notamment un ancien gardien de phare qui a travaillé sur le phare d'Armen et donc a pu m'expliquer quelques petites choses techniques sur l'intérieur du phare. C'est un huis clos. L'histoire, un polar à la Agatha Christie. Brieg Mallet, un auteur à succès, décide d'élaborer à plusieurs mains un roman policier dont le théâtre sera le phare d'Armen. Avec lui, un ancien commissaire, une scénariste, un gardien de phare, un écrivain raté, se font élétreuiller sur site. L'étau va se resserrer, les morts restent inexpliqués. Le groupe est pris dans la nasse. Nicoby joue avec le lieu pour souligner l'intrigue. On a voulu mettre vachement l'accent sur ce lieu parce qu'il raconte en lui-même déjà une histoire, si bien qu'il fallait par moments passer par des grandes pages pour montrer notamment à quel point il est seul au monde, ce lieu, et à plus forte raison, comme à quel point sont seuls au monde ceux qui y sont. Donc on voit de temps en temps ce phare perdu au milieu de rien, au milieu de la mer, avec autour des vagues, mais aucune solution pour nos protagonistes. Nicoby a choisi le bambou et l'encre pour donner au phare et à la mer un aspect plus irrégulier, plus sensuel. Il joue avec les plongées et contre-plongées pour souligner le drame. Après Ouessantine et Belle-Île-en-Père, c'est le 3e volume dédié aux îles bretonnes qu'il met en image aux éditions Vent d'Ouest. Voilà, c'est ainsi que se referme cette série consacrée aux phares et à leurs histoires. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez en reprendre une part, avec ou sans pruneaux, je vous invite à revoir tous les épisodes sur notre site bretagne.france3.fr.